Sud Radio, l'œil de l'expert. Deux yeux ce matin, deux yeux d'experts avec nous. Philippe Chauvin, bonjour. Vous étiez venu déjà dans cette émission il y a quelques temps. Vous êtes le père de Nicolas Chauvin, jeune joueur espoir du Stade Français, qui est mort en décembre 2018 lors d'un match de rugby. Et avec vous, Jean-Christophe Berlin, bonjour. Vous êtes kinésithérapeute, spécialiste du sport et du rugby en particulier. Vous occupez des joueuses de l'équipe de France, je crois, entre autres. Je m'occupais des jeunes du Stade Français. Des jeunes du Stade Français, voilà. Et il y avait aussi des joueurs d'équipe de France. Et alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du foot en ce moment, avec ce qui s'est passé entre l'OL et l'OM. Et ce matin, nous, on avait prévu déjà la semaine dernière, alors qu'on est en pleine, comment on dit, compétition de rugby, de parler du rugby et de la violence, mais sur le terrain. Sur le terrain, et Philippe Chauvin, vous vous battez, vous alertez depuis la mort de votre fils sur ces gestes qui sont aujourd'hui parfois extrêmement dangereux et qui ne sont pas sanctionnés. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a déjà un jeu. Est-ce qu'on disait que le rugby était un sport de gentleman joué par des voyous? Est-ce que c'est toujours vrai? Ou est-ce que ce sont devenus des voyous? J'y vais carrément. Hein. Ah oui, je vois que vous y allez. Oui. Franchement, en fait, effectivement, le rugby, pour moi, il a évolué crescendo depuis la professionnalisation et on s'en est pas tous rendu compte. Moi, le premier, moi j'ai 3 garçons, les 3 ont joué au rugby comme papa et j'en ai perdu un sur les 3. Ouais. Donc je me suis pas rendu compte de cette montée en agressivité, en violence, et c'est probablement lié aussi aux stratégies de jeu qui ont été un peu stériles. Je trouve que le match de samedi dernier, puisque c'est quand même une belle démonstration contre les All Blacks, a pu démontrer quelque part qu'on pouvait très bien jouer au rugby, qu'on pouvait adorer ce sport, puisque là ça crée de très belles émotions, et en même temps on pouvait le faire sans faire de faute, avec une forte intensité. On entend beaucoup des commentateurs sportifs dire c'est pas de la violence, c'est de l'intensité, mais regardez, là il n'y a pas eu de faute, et il y avait de l'intensité. Donc ça veut dire que la maîtrise est super importante, et c'est d'autant plus important que ce qu'on a, je pense, oublié, c'est que le manque de maîtrise a amené parfois des blessures graves. Je pense à un talonneur qui s'est fait un petit peu plier par un joueur toulousain et qui en a pour 9 mois alors que l'autre en a pour 3 semaines de suspension. Et je pense aussi surtout à mon fils qui lui est mort. Oui. Effectivement, il a été victime d'un double plaquage et il a eu une atteinte au cervical. Mais le jeu a changé, Jean-Christophe Berlin? Oui, le jeu a énormément changé depuis la professionnalisation. Ouais. En fait, il y a maintenant, actuellement, dans le rugby, il y a 150 chocs par match, 150 chocs par collision. Et les collisions, elles se font avec la tête essentiellement. Ce qui est beaucoup. D'autant plus qu'à l'époque, on jouait avec des 2 chevaux. Aujourd'hui, on joue plutôt avec des camions surpuissants, c'est-à-dire des joueurs très puissants. Donc les chocs sont beaucoup plus forts. Les déformations dues au choc sont beaucoup plus fortes. Et donc ça fait peur. Et alors pour contrer ça, le seul moyen, c'est de faire des règles et de respecter les règles. C'est ce que veut dire Philippe. Il faut que les règles soient respectées à la lettre pour éviter ce type d'accident. Le rugby, c'est quelque chose de magnifique. Actuellement, l'équipe de France est vraiment magnifique. Mais en même temps, le nombre de licenciés diminue. C'est donc qu'il y a un vrai. Pourquoi? Parce que il y a sûrement plusieurs raisons. C'est pas à moi de le dire, mais on peut penser que les gens, les parents en particulier, moi j'étais aussi parent de joueurs, ont peur de mettre leurs enfants au rugby, puisque il n'y a pas actuellement de mesures suffisamment sérieuses pour protéger les joueurs, et en particulier les jeunes joueurs et les joueuses dont vous parlez, qui sont encore plus menacées que les autres. Ces mesures ne sont pas prises. Nous sommes allés, Philippe et moi, très souvent alerter les instances, les ministères. Je crois qu'actuellement, on veut plutôt mettre le couvercle sur la marmite, cacher les choses parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Mais en fait, le moment est grave actuellement. C'est un vrai problème. Comme dirait le président Chirac, la maison brûle et on regarde ailleurs. Hein. Actuellement, on regarde la Coupe du Monde, mais on se rend pas compte qu'il y a des vrais problèmes de dangerosité au rugby et de violence. La violence qui n'est pas volontaire, je pense que les gens ne veulent pas se faire du mal, mais le fait qu'on utilise des joueurs hyper puissants et que les règles sont pas adaptées et qu'elles sont pas respectées, fait que le jeu est dangereux. Alors Stéphane demande, est-ce que la violence est le résultat du dopage? Alors le dopage dans le sport, il faut pas se tromper, il y en a partout. Mais effectivement, les joueurs sont devenus très puissants, alors d'une façon ou d'une autre, légale ou illégale, mais ils sont à la limite trop puissants pour les règles qu'on leur propose. Il faut adapter les règles et surtout faire respecter les règles de façon à ce que le jeu soit moins dangereux. Le jeu qu'on a vu avec l'équipe de France est vraiment magnifique, elle fait rêver les jeunes, mais les jeunes ne s'inscrivent pas. Il y a un vrai problème, il faut se poser la question et je la pose avec vous aujourd'hui. Merci. Mais on voit aussi quand même qu'il y a une
logique d'affrontement. Aujourd'hui, c'est 2 packs qui s'affrontent. Il y a plus, il y a beaucoup moins certainement, et certainement encore plus au niveau amateur. C'est une nouvelle manière de jouer, encore une fois. Oui, vous avez tout à fait raison. On se fonce dessus. Quand on maîtrise pas bien le jeu, effectivement, c'est plus simple. Exactement. Quand on maîtrise pas bien le jeu, c'est plus facile d'aller tout droit et de se rentrer dedans. Mais en fait, on peut tout à fait adapter les règles de façon à contourner ce problème-là. Par exemple, quand il y a moins de joueurs dans le rugby à 7, il y a moins de joueurs, il y a moins de collisions. On peut réfléchir, tout le monde peut réfléchir, mais il faut avoir cette volonté de réfléchir à changer les règles. Et surtout au niveau des jeunes, c'est très important, j'insiste, parce que sinon on va perdre les fondations du rugby. C'est-à-dire que s'il y a plus de jeunes, si les gens s'inscrivent plus, on perd le rugby. Aujourd'hui, c'est une question un petit peu difficile, mais est-ce que vous conseillez à des parents d'inscrire leur fils au rugby? Écoutez, moi de l'expérience que j'en ai aujourd'hui, je dirais non, parce que quand vous avez en face de vous des instances ça fait 3 ans que mon fils est mort, ça fait toujours 3 ans que j'attends en fait une analyse circonstanciée des circonstances du décès de mon fils. C'est pas compliqué, vous avez une vidéo, elle est facile à voir, il y a 5 minutes. Un arbitre, en 3 secondes, il prend une décision. Mais en 3 ans, ils n'ont pas encore été capables de justifier une décision. Donc en fait, mon fils est mort d'un arrachement de la seconde vertèbre cervicale, chose exceptionnelle sur un terrain de rugby, et personne ne sait me dire s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. C'est quand même assez incroyable. Les 2 joueurs en question n'ont pas été sanctionnés? Aucunement. Ils continuent à jouer. Je pense que c'est pas du ressort. Alors moi, j'ai effectivement déposé une plainte, parce que de toute façon, j'ai personne pour faire le travail. Donc, il faut bien que je le fasse par moi-même et que je le fasse faire avec un juge d'instruction. Mais la difficulté qu'on rencontre, c'est que pour pouvoir instruire un dossier, encore faut-il trouver des experts qui soient objectifs, qui soient indépendants. Et si vous vous retournez vers la FFR, qui, comme le disait Jean-Christophe, a mis le couvercle sur la marmite, eh bien on n'a pas de retour et donc c'est par épuisement. Alors bon, j'ai de la ressource, mais c'est un long combat, c'est long et c'est difficile. Et c'est effectivement, moi, vis-à-vis des parents, je pense que je serais très mesuré. Vous savez, quand le jeune Frakoski est mort juste avant Nicolas contre Aurillac, moi j'en ai parlé avec Nicolas. Et je lui ai dit, mais tu sais ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ils avaient un tournoi à 7 en fin d'été. Et il m'a dit, bon, on sait pas trop, machin, c'est un arrêt cardiaque. Et en fait, c'est symptomatique dans le rugby. Chaque fois que quelqu'un meurt, ça commence par un arrêt cardiaque. Alors, j'ai rassuré tout le monde, on finit tous par mourir avec un arrêt cardiaque. Mais vous allez regarder, les principales déclarations en général, c'est un arrêt cardiaque ou une malformation cardiaque. Et Nicolas, on a commencé à vouloir faire passer ce message. Moi, j'ai demandé au professeur d'écrire ce qui a été écrit. Et c'est comme ça qu'on a parlé effectivement d'anotie cérébrale consécutive à un arrachement de la seconde vertèbre. Mais autrement, on pliait l'affaire en disant le rugby n'est pas si dangereux. Vous voyez, il est mort d'un arrêt cardiaque. C'est faux. Alors qu'il y a des comportements qui sont inacceptables et qui sont assez peu, c'est sur quoi vous vous battez aussi, assez peu sanctionnés. On parle aussi des règles. Et on a bien vu, vous aviez donné l'exemple d'une fourchette, c'est-à-dire 2 doigts dans les yeux d'un joueur, un Sud-Africain qui a eu 52 semaines de suspension, c'est ça? Alors c'est pas un Sud-Africain, c'est même des joueurs français qui ont été suspendus et lourdement sanctionnés. Alors moi je suis pas là pour juger. Par des Anglais. Par des Anglais, mais ils ont été lourdement sanctionnés. Ça a d'ailleurs mis probablement un terme à leur carrière internationale parce qu'ils étaient sur une trajectoire internationale. Et donc depuis, suite à ça, il y en a plus. Vous n'en voyez quasiment plus. En fait, où je suis pas tout à fait aligné avec Jean-Christophe, c'est que pour moi, les règles existent. Moi, les règles qui auraient dû être appliquées lorsque Nicolas a été plaqué, si elles avaient été appliquées, Nicolas serait encore ici. Donc en fait, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il faut appliquer les règles. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? Parce qu'il y a une stratégie de destruction qui est mise en place. Et je pense que dans certaines têtes d'entraîneurs, on est là pour casser du joueur et affaiblir l'équipe adverse. Et c'est pas fair play. Oui, c'est ça qui a changé aussi, Jean-Christophe Berlin, c'est-à-dire dans l'esprit du rugby. J'ai commencé avec la phrase des voyous, un sport de voyous joué par des gentlemen, ils sont plus très gentlemen. Il y a une notion différente, c'est l'enjeu. Les enjeux ont changé, donc nécessairement l'enjeu est plus important et tous les moyens sont bons pour réussir en quelque sorte. Donc ça, effectivement, c'est pas bien. Et il faut effectivement que les règles soient respectées. Et l'exemple des fourchettes, c'est tout à fait symptomatique, comme la bouteille d'eau sur la tête de Payet au football, où la ministre des Sports fait un indice et c'est scandaleux cette violence, mais c'est une violence effectivement, mais c'est pas une violence qui a entraîné la mort. En 2018, il y a eu 6 morts sur un terrain de rugby. Qui s'en souvient?
Ouais. Nicolas est là pour témoigner, moi aussi. Ouais. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs. Non. Donc effectivement, il y a une vraie violence dans le rugby. Il faut pas le nier. Alors comment on va résoudre ce problème-là ? Il y a des solutions, mais il faut vouloir le faire. Il faut vouloir se mettre autour d'une faire. table, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais non, personne ne veut le faire. Tout le monde se repasse la balle. Philippe et moi, on le sait très bien. Chaque fois qu'on est allé voir soit un ministre, soit un dirigeant, et il dit c'est la faute de l'autre. Ouais. C'est pas ma faute. C'est un peu puéril et ça fait du tort au rugby. Ça fait vraiment du tort au rugby. Et moi, je suis assez triste de cette situation. Et je pense qu'on continuera le combat jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Oui. Vous pensez que ça peut, il faut, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, alerter et dire que y a pas, les sanctions sont pas là. Aujourd'hui, écoutez, les règles sont pas appliquées. En fait, les règles sont pas appliquées, ou alors lorsqu'elles le sont, les sanctions sont tellement peu dissuasives, puisque le degré d'entrée moyen, c'est 6 semaines de sanctions, et en général, si vous dites pardon, vous vous excusez, vous avez 50% de remise de peine. Donc vous imaginez les dégâts que vous pouvez créer chez un adversaire, et vous avez 3 semaines de suspension. C'est simplement ridicule. Et donc si on avait des sanctions à la hauteur, comme on évoquait tout à l'heure les fourchettes, 52 semaines, ça changerait un peu les choses. Je rappelle qu'on va recevoir la Coupe du Monde de rugby en 2023. Il faut donner l'exemple, bien sûr. Voilà. Alors on a en plus, moi je me souviens qu'à l'époque, Bernard Laporte, qui était juste président de la Fédération française de rugby, m'a expliqué qu'il ne pouvait rien faire parce que c'est World Rugby qui dirigeait le monde du rugby. Bon, alors là, je lui renvoie la question. Il est aux manettes de World Rugby. Donc qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire pour que du plus haut niveau, on ait vraiment une exemplarité et qu'on ait une tolérance zéro sur des gestes inadmissibles. Il n'est pas normal de remettre dans le circuit un joueur qui a commis une faute au principe qu'il va faire une formation alors qu'il a 36 ans et qu'il va apprendre à plaquer à 36 ans, un international. Il faut être sérieux 2 minutes. Et on voit, il y a eu une sanction d'un joueur pour des propos racistes qui a été suspendu beaucoup plus longtemps que pour des faits de violence. Ça paraît absolument incroyable. La violence est occultée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en parler. Ça dérange, c'est comme la maladie. Ce sont des choses qui dérangent. Mais il faut voir les choses en face, il faut être courageux. Et sinon, on risque de perdre de nombreux licenciés, parce que les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien que le rugby est dangereux, ils voient bien qu'il y a des morts. Et on est là pour le rappeler, mais pas que pour ça. On est là aussi pour dire que, effectivement, la Coupe du Monde arrive. C'est le moment de montrer que la France peut aussi être leader dans le domaine de la sécurité. C'est ce qu'il faut faire. Donc appliquer ce que vous dites. Les règles sont là, il faut juste appliquer les sanctions. Et sans doute faire évoluer certaines règles. Et faire évoluer le jeu aussi. Bien sûr, c'est tout à fait possible. En particulier, je reviens sur les jeunes, mais en particulier au niveau des jeunes. Les jeunes copient le haut niveau. Quand ils voient du haut niveau violent, ils sont eux-mêmes violents. Est-ce que c'est ça l'exemple ? Est-ce que la violence, c'est l'exemple pour les jeunes ? Je crois pas. Mais là, le match de samedi, pour le coup, magnifique. était Tant un mieux. beau match. Et si demain on a 100 000 licenciés en plus, tant mieux. Mais ce ne sera pas le cas. Oui, ce ne sera pas le cas parce que les gens ont peur. Les gens ont peur et prennent conscience. Et ils ont raison d'avoir peur au jour d'aujourd'hui. Il faut pas se voiler la face et on peut tout à fait changer les choses. Moi, je suis optimiste par rapport à ça, mais il faut s'y mettre. Optimiste, vous pensez que c'est pas un pli, j'ai une nature, c'est ma nature d'être optimiste. Mais il n'y a pas un pli qui a été pris, c'est difficile de revenir en arrière, c'est-à-dire ce jeu de force et d'affrontement, et c'est celui d'aujourd'hui, on ne verra peut-être pas un autre jeu. Vous avez raison, mais il faut prendre l'exemple du football américain, ils ont su, et il faut prendre l'exemple des Anglais qui ont, eux ont su se réformer. Vous avez 100 joueurs anglais qui se sont ligués et qui ont porté plainte contre la fédération française, la fédération anglaise. Est-ce que ça se fait en France ? Non. Je crois qu'on n'est pas encore arriver, si vous voulez, à ce point-là. Eh bien, on peut y arriver. On peut changer les choses en France, comme les Américains ont su changer le football américain. Tout est possible. Il y a aussi une question d'argent. Oui. Pourquoi une question d'argent ? Parce que c'est une question d'assurance. Ouais. Voilà. Et donc les anglo-saxons sont plus pragmatiques et que les assurances ont fait pression sur les fédérations pour que les choses évoluent. En France, c'est pas le cas. C'est dommage. Oui, vous continuerez à vous battre, Philippe Chauvin, et à essayer de faire bouger les choses. Oui. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Oui, complètement. Mais en fait, moi, je le dis assez régulièrement, j'ai déjà perdu, moi. Donc, en fait, si vous voulez, je ne peux que gagner. Maintenant, mon fils est mort. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que les autres parents et les amis qui jouent au rugby ne soient pas dans cette situation où un jour ils soient fracassés par un sauvage ou par quelqu'un qui n'a pas compris le règlement. Et donc si j'arrive à faire évoluer les mentalités et je dirais que la première chose c'est d'appliquer finalement, vous parliez de l'esprit rugby tout à l'heure, l'alinéa 11 de la règle 9 c'est nul ne doit tenter quoi que ce soit qui puisse nuire à autrui ou à soi-même. Bon, pourquoi on ne l'applique pas ? Je veux dire, c'est ça l'esprit rugby. Et ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est qu'on est capable, effectivement, il est optimiste, il a raison, mais on peut produire du beau jeu, on peut être performant,
Et c'est ce qui s'est passé samedi dernier contre la meilleure équipe du monde. Et pour autant, on peut gagner. Et donc, on n'a pas besoin de se comporter comme des sauvages. Ouais. Votre témoignage, en tout cas, émeut beaucoup de nos auditeurs. Une auditrice nous dit: ce monsieur parle avec une délicatesse et une dignité exceptionnelle. Rare d'entendre un parent parler de son enfant décédé avec autant de force et de pudeur. Un autre nous dit: jamais entendu cette histoire, tout moins soutien à sa famille. Bah oui, il faut en parler, il faut sensibiliser à cela, à cette violence. Vous savez, Maïtena Biraben qui était là, qui aime beaucoup le Sud-Ouest et le rugby, elle dit: bah oui, c'est vrai. Puis elle dit: non, mais je sais pas. Puis elle dit: ah bah si, mon neveu, oui, il a une minerve en ce moment. Il a une minerve. Il a 15 ans. Et il a une minerve. Donc, alors oui, le rugby, c'est un sport de contact, c'est un sport viril, mais en même temps, il se passe quand même des choses qu'il faut aujourd'hui dénoncer. C'est pas très compliqué, il y a 3000 commotions cérébrales par week-end. Une commotion cérébrale par week-end. Il y a 3000 commotions cérébrales par week-end de match. Alors, commotion cérébrale, ça veut dire que un choc sur la tête. Un choc sur la tête. Mais de quelle gravité? Qui est dû à une collision avec des gravités plus ou moins importantes. Hein, mais en plus, on n'arrive pas à toutes les repérer. Ouais. Mais on a fait cette estimation, moi je l'ai fait dans mon club, mais on l'a fait aussi, les Anglais l'ont fait, les Canadiens l'ont fait, on retrouve tous les mêmes chiffres. Il y a à peu près 3000 commotions par week-end. Lucien nous dit: mon fils a fait 10 ans de rugby en amateur adulte, mais c'est pire que la boxe française, il a pris plus de coups et absence de bout dans le rugby qu'à la boxe. Donc, oui, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment comparer, mais à la boxe on protège un peu sa tête quand même, on prend des coups bien entendu, mais il y a 150 collisions par match dans un match de rugby. Et 3000 commotions, c'est comme ça. Comment elles arrivent? Elles arrivent. On le constate. Moi, je l'ai constaté sur le terrain. C'est pour ça que j'ai alerté tout le monde. Et évidemment, voilà. Il faut qu'il y ait des suites à ça. En tout cas, merci de vous mobiliser. Merci Philippe Chauvin d'être venu ce matin. Et merci Jean-Christophe Berlin d'essayer de faire avancer les choses. J'espère que cette émission sera entendue et que les choses vont enfin bouger. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.